Bon, je tente un nouveau plan, dites-moi si ça vous plaît ou pas, parce que moi j'aime plutôt bien. Hello, on se retrouve dans le deuxième update lecture de la chaîne. Dans cet update, j'ai décidé de vous parler de 3 BD que je viens de lire et surtout d'un roman qui m'a profondément marqué et qui est sûrement une des meilleures lectures de l'année. Je vais essayer de faire court pour une fois en enchaînant tout de suite. La première BD dont je voulais vous parler, c'était une BD que j'ai lue de Zep. Je vous ai déjà parlé de Paris 2119 dans mon dernier update lecture. J'ai lu ensuite une autre BD. Il s'agit de Un bruit étrange et beau. Cette BD, c'est une BD assez courte. L'histoire, on suit William. William, c'est un moine qui a fait vœu de silence depuis 25 ans maintenant quand il va être amené à revenir sur Paris pour une histoire d'héritage. En revenant sur Paris, il va découvrir des choses sur son ancienne vie et aussi eh bien, peut-être changer certaines habitudes qu'il a depuis 25 ans. Je peux pas trop en dire parce que, comme pour Paris 2119, c'est une BD qui se lit extrêmement vite. Et donc du coup, ce serait vous spoiler que d'en dire plus. J'ai trouvé que c'était une histoire très douce, au final, que les planches étaient belles, espacées. En fait, elle laissait beaucoup d'espace donc, et ça collait bien au sujet de la BD qui fait part au silence, au blanc, au, voilà, au vide aussi. Donc, bon, ces grandes planches comme ça, je trouvais que ça collait bien au thème. C'est un récit très calme, ça se lit vite, comme pour Paris 2119, ça se lit vite, mais cette fois on est plongé dans une ambiance qui est mieux établie, je trouve. Zep, il a voulu créer une histoire qui est pleine, oui, pleine de vide, et là on se sent empreint de sérénité. Quand on lit ça, c'est un récit qui contient de l'espoir, mais aussi de la tristesse, et qui se finit, qui se finit d'une certaine façon, je vais pas vous dire. C'était une bonne lecture. Les seuls défauts que je pourrais trouver, c'est que j'ai trouvé la fin un peu rapide par rapport au reste de l'histoire. Euh, et du coup, on n'était plus trop dans. Je trouve que ça nous a sorti de l'ambiance qui était bien établie, bien zen, bien posée. Et aussi, j'ai eu du mal à comprendre quand William arrive à Paris. Il y a des relations familiales qui sont expliquées, qui est qui au niveau des personnages. Et j'ai été un peu troublé. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est dans la narration vraiment que c'est troublant parce que on comprend pas tout de suite. Mais moi, en tout cas, j'ai pas tout compris tout de suite. Une lecture au final très touchante qui prône l'amour et la simplicité. Mais ce sera pas non plus une lecture marquante. Ça a été ouais, une lecture très calme, euh, divertissante, qui me laissera pas une grande marque, encore une fois, mais c'était un bon moment de poésie, je trouve. La deuxième lecture graphique dont je vais vous parler, c'est une lecture qui a été recommandée, qui a été un énorme coup de cœur pour Steph de Piketty Bookin. Il s'agit du Sculpteur de Scott McCloud dans ce roman graphique qui est très épais. Il fait au moins 500 pages, je crois. On va suivre David Smith, qui est un sculpteur non reconnu. Au début du roman, il est extrêmement pauvre, il est au bar, il est tout seul. C'est son anniversaire, mais il est tout seul au bar, quoi. Et il va croiser son oncle Harry, Harry qui va se révéler en fait être le diable sous une certaine forme. Et Harry lui propose d'acheter son âme contre la possibilité qu'il réalise toutes les œuvres qu'il souhaite. C'est donc une réécriture du mythe de Faust moderne et j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça a été un super moment de lecture, pas un coup de cœur non plus, mais un excellent moment de lecture et je vous la recommande beaucoup. Cette BD, roman graphique, je sais jamais comment dire. Alors Scott McCloud, il est très connu pour les BD qu'il a faites sur l'apprentissage de comment dessiner une BD. Et il n'avait pas fait de fiction avant le sculpteur, si je me trompe pas. Et étonnamment, bah, c'est vraiment super bien réussi pour un premier essai dans la fiction. Cette histoire de base, ce mythe de Faust, j'ai trouvé qu'il servait surtout de prétexte à l'auteur pour nous délivrer un message plus personnel, plus cru. Moi, dans toute cette histoire, ce que j'ai eu l'impression, c'est que l'auteur voulait nous dire qu'il fallait profiter de la vie dans ses moindres détails et pas s'occuper de ce qu'on pourrait avoir, mais déjà savoir apprécier ce qu'on a déjà. J'ai beaucoup apprécié que l'auteur parle de ça. L'ambiance de ce roman graphique aussi, c'est ça qui m'a beaucoup touché, je pense, parce que
elle est parfaitement établie. On est dans de la mélancolie et de la tristesse en quelque sorte, et surtout quelque chose de très tragique durant tout le roman, comme en fait dans le mythe de Faust original. Mais c'est aussi mélangé à de l'espoir et à de la joie parfois. Il y a plein de petites scènes qui sont belles, parfois dans la tristesse et parfois dans la joie. Je sais pas, il y a une certaine diversité au niveau des émotions que nous procure cette lecture qui m'a en tout cas beaucoup touché et c'est pour ça, je pense principalement que j'ai passé un excellent moment. La fin, je la trouve extrêmement puissante et bien organisée même dans les planches. Bon, je peux pas vous en parler, mais elle est assez lente, on la voit venir de toute façon, mais ça a été très touchant et j'ai beaucoup apprécié cette fin. C'est plein de beaux messages. Les personnages aussi, c'est des personnages extrêmement bien établis. Même si moi je me suis pas forcément attaché à David Smith, qui est le personnage principal, mais en même temps c'est un personnage auquel on s'attache pas parce qu'il est tout le temps troublé, tout le temps dans le questionnement de pourquoi je fais ça, mon art, machin, et assez égocentrique, assez centré sur lui-même, mais tous les personnages autour sont très touchants, très agréables, et tous les personnages de ce roman graphique sont bien bâtis, et ça j'aime bien, surtout dans un roman graphique, avoir des personnages bien bâtis, ça fait toujours plaisir. Le trait est extrêmement précis et détaillé, notamment dans les sculptures que fait David Smith. Parfois, il y a des jeux de miroir, des jeux de double vision, je sais pas trop comment dire ça. Mais il y a tout un travail sur les sculptures et graphiquement, c'est hyper bien retranscrit. Je me dis qu'en 500 pages de roman graphique, l'auteur a dû passer mais, des heures pour rendre ça hyper beau. Moi, je trouve que ce roman, il est beau, même si le trait est aussi assez va directement au but. On est tout le temps dans la narration et les planches servent à faire avancer l'histoire. Mais ce trait précis, moi je l'ai beaucoup aimé. L'histoire est très belle, mais en fait, il manquait une certaine dose d'originalité pour en faire un coup de cœur, je pense. J'ai passé un très bon moment, mais pour que ce soit le top du top, je pense qu'il n'y avait pas ce petit truc original qui a fait que j'aurais été sous le charme et complètement bouleversé. Il y a un petit côté aussi super-héros parfois qui est appréciable à lire en tant que si vous lisez des comics de super-héros. Il y a pas mal de choses à apprécier dans ce livre et ça a été une excellente lecture. Après, si je l'avais dans ma bibliothèque, je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais moi, si je l'avais, je pense pas que je l'aurais relu. C'est très intéressant à lire une fois et voilà. Dans le même style, une autre BD, enfin là c'est une série de 4 tomes que je lirai qu'une fois dans ma vie, c'est Blast de Manu Larsenet. Au début j'ai cru que ça allait être une énorme claque. Blast, je pensais que ça allait énormément me plaire jusqu'à la fin et au final j'ai pas été déçu par cette saga. En gros, j'ai juste été un peu insatisfait que ça soit pas resté dans le même thème que le premier tome. Dans le premier tome qui s'appelle Grasse Carcasse, on va suivre un homme obèse, Polza, qui va être mené au commissariat pour raconter et expliquer un délit qu'il a commis sur une femme, Carole. Donc on sait rien de la femme, on sait rien du délit qu'il a fait, si c'est un crime, si c'est un meurtre, si c'est un viol, on n'en sait rien. Et ce jusqu'à la fin du premier tome d'ailleurs. Polza va être interrogé, on va mener l'interrogatoire sur lui et il va donc nous raconter sa vie depuis le début à travers cet interrogatoire et il va surtout expliquer aux policiers qu'il interroge, aux 2 policiers qu'on va suivre durant ces 4 tomes aussi, l'état qu'il cherche à atteindre par-dessus tout et qu'il nomme le Blast. L'univers graphique de Blast en général sur ces 4 tomes et le trait de Manu Larsenet est très particulier, je trouve. Et c'est un trait plutôt esquissé. Tout est en noir et blanc, à part dans les moments de blast du personnage principal, où là, il y a une explosion de couleurs pour faire comprendre l'état un peu dans lequel se trouve Polza à chaque fois qu'il a ce blast. Et bien que cet univers graphique, je sois pas fan, et durant les 4 tomes, j'ai pas été fan, je trouve que ça colle parfaitement à l'univers un peu étrange et onirique qu'a voulu créer Manu Larsenet dans ce roman graphique. Et ça colle aussi à ce premier tome qui est plus kafkaïen que les autres.
Il y a beaucoup d'éléments dans ce premier tome qui m'ont fait penser à Kafka et à un univers comme ça. Il y a plein d'éléments laissés en suspens, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas quel message ça transmet, mais c'est beaucoup dans le non-dit, un peu onirique, et moi j'ai beaucoup apprécié cette ambiance. D'ailleurs, j'espérais la retrouver dans les tomes suivants, et au final, tous ces symboles vont avoir une explication. Et bien que d'habitude j'aime bien avoir ça, je pense que j'aurais préféré garder cet onirisme jusqu'au bout de la série. Mais bon, dans ce premier tome en tout cas, moi j'avais adoré, ça a été une excellente lecture de par cette ambiance. L'ambiance qui est hyper sombre et triste. Dans ce premier tome, le héros principal est obèse et on parle beaucoup de grossophobie en quelque sorte, d'une manière très, je sais pas, très crue et très triste. Si vous êtes sujet à la grossophobie ou si ce sujet vous touche vous, eh bien n'allez pas trop vers ce roman je pense parce qu'il peut être bouleversant. Je suis sensible évidemment à ce sujet auprès des autres. Et là, je me disais en lisant ce livre que si quelqu'un qui était victime de grossophobie lisait ce livre, ce serait terrible pour lui parce que c'est vraiment abordé d'une manière, oui, crue, sombre, triste, et vraiment on descend le personnage principal, il se descend lui-même, c'est pesant, c'est extrêmement pesant, et ce pour toute l'histoire, mais comme on aborde surtout la grossophobie dans ce premier tome d'une certaine manière, voilà, je préfère vous avertir là-dessus. Il y a une philosophie poétique, je ne sais pas comment appeler ça autrement, dont est imprégné ce premier tome qui se perd un peu dans les tomes suivants, je trouve, qui moi m'a conquis, et c'est pour ça que j'avais enchaîné sur les autres tomes. Je m'attendais à retrouver celle-ci dans tous les autres tomes, et on la retrouve un peu. J'espère que c'est une marque de Manu Larsenet, car j'aime beaucoup ce qu'il dit quand il part dans ses digressions et ses divagations. En fait, Polza est auteur, et du coup ça s'explique un peu qu'il ait autant de phrases bien tournées, de paroles bien senties et d'une réflexion profonde comme ça qu'il arrive à mettre en mots. Voilà, ce premier tome, ça a été une excellente lecture, très originale, et du coup j'avais hâte de me lancer dans la suite, ce que j'ai fait directement. Le deuxième tome, l'Apocalypse selon Saint Jackie, est encore plus lourd et plus pesant que le premier, et déjà que le premier était vraiment un truc assez sombre et dur quand on sortait de cette lecture. J'étais un peu, ouais, pas bien, pas à l'aise, pas confortable. C'est un peu troublant comme lecture, et ce deuxième tome, ça va être encore pire. En fait, on découvre un peu plus le personnage de Polza aussi, et on se rend compte que c'est un personnage très antipathique. Moi, je l'ai pas du tout apprécié, bien qu'il soit aussi victime de la société. C'est un personnage, je trouve, qui ne transforme pas ça dans le bon sens. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait tous ces actes, qu'il vit cette vie qu'il a décidé de mener, qu'il continue de raconter aussi dans ce tome. Mais du coup, ouais, un personnage antipathique, il va croiser des gens, il va lui arriver des aventures, et ça, c'est passionnant à suivre. C'est gore parfois, en fait, dans ce tome, déjà. Et c'est dégoûtant, il y a des trucs... C'est vraiment une des lectures les plus sombres que j'ai faites. Il y a tellement de choses de pas encore révélées dans ce deuxième tome, et on est tellement accroché à l'histoire que j'ai enchaîné directement sur le troisième. Et c'est à partir de ce tome, donc, qu'on est plus dans l'action, et que l'univers kafkaïen, il part un peu. J'ai beaucoup apprécié au départ, retrouver un peu de rythme. On a de nouveaux personnages qu'on rencontre et qui sont encore plus sombres, glauques, pervertis que dans le deuxième tome. Il y a plein de trigger warnings que je pourrais vous dire, mais en gros, si vous êtes sensible, et même pas si sensible que ça, mais si les lectures sombres, pesantes et qui restent sur vous après vous mettent pas bien, ne lisez pas ce livre. Quand j'ai refermé le récit de ce troisième tome, j'étais encore plus déprimé, lourd, en plus je les ai lus d'un coup. Mauvaise idée, je pense que c'est bien de faire des pauses entre ces tomes parce que sinon on n'est pas bien. Et donc, quand je l'ai refermé, je me suis précipité sur le quatrième tome pour savoir le dénouement et la fin. Et le dernier tome, pourvu que les bouddhistes se trompent, clôt toute cette saga, avec un tome qui est vraiment beaucoup centré sur l'action. J'ai été un peu déçu par ce tome 4, honnêtement, parce qu'il nous ramène dans la réalité, il nous ramène dans quelque chose de plausible aussi, mais ça enlève du charme de l'histoire globalement, je trouve. Parce que ce petit côté kafkaïen, c'est ce qui donnait sa dose d'originalité au récit. Et le fait de l'enlever,
et de retomber dans quelque chose de plus terre à terre. Je vous dirai pas dans quoi, mais bon, ça se devine si on établit des hypothèses dès le premier tome. Je trouve que la fin est plutôt décevante, même si elle conclut bien le récit. Je vous recommande totalement ce roman graphique. Je m'en souviendrai en fait parce qu'il y a eu cette ambiance. Plus tard, si on me dit t'as lu Blast, je me souviendrai pas forcément de l'histoire, mais plus d'un sentiment de lecture. Quand on lit ce livre, on n'est pas bien. Faites attention à quand vous lisez ce récit, mais je vous le recommande, si vous voulez une lecture particulièrement glauque. Et maintenant, je vais vous parler d'un roman qui a été une énorme claque. Je la mets d'ailleurs à la fin parce que ça a été une claque monumentale, une découverte superbe et une des meilleures lectures de cette année pour ma part. Il s'agit de La chaîne d'amour de Daphné du Maurier. Comment vous parler de ce récit? Déjà, La chaîne d'amour, c'est le premier roman de Daphné du Maurier qu'elle a publié. D'ailleurs, je l'ai dans la première version qui a été éditée en France. C'est sous le titre La chaîne d'amour, mais en fait, ça a été réédité depuis par les éditions Le Livre de Poche, il me semble, avec le titre L'amour dans l'âme. Donc, si vous cherchez actuellement ce livre neuf, je pense que vous le trouverez sous ce titre-là. La chaîne d'amour, c'est aussi le premier roman que je lis de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, c'est une autrice qui est née dans les années 1900, je vous mettrai ses dates ici. C'est une autrice gothique, et c'est une autrice dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la lire, notamment Pepper Palace qui l'a découverte, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, et qui a déjà lu 3 de ses livres. Et pour elle, ça a été 3 coups de cœur. Moi, j'ai voulu commencer par son premier parce que déjà, je l'ai trouvé d'occasion, et voilà, j'ai voulu l'emporter pendant les vacances parce que c'est un livre qui a déjà vécu, donc j'avais aucun scrupule à l'emmener sur la plage et tout ça. Et alors déjà, la lecture de ce roman, elle a été particulière. Je crois que je l'ai fait durer pendant 1 mois, ce roman, en le lisant un petit peu chaque jour. La raison principale pour laquelle je n'ai pas dévoré ce roman, c'est que c'était les vacances et que je profitais plutôt de ma famille, de mes amis. Mais aussi, j'ai voulu le déguster, ce roman. J'ai lu les 50 premières pages d'un coup, parce qu'on est très vite installé en fait dans l'ambiance et dans l'histoire. Et du coup, il n'y a pas besoin de plus pour connaître le récit. Et ensuite, j'ai lu un chapitre, je vous dis, tous les jours ou tous les 2 jours, afin de savourer au maximum cette lecture, parce que ça a été une lecture formidable. J'avais beaucoup d'a priori quand j'ai commencé La chaîne d'amour, parce que moi je suis habitué à lire du fantastique, du thriller, de l'horreur, un roman de SF, un roman de fantasy. Mais j'avais jamais lu, pour mon plaisir personnel, un classique. J'avais aussi jamais lu un roman gothique sans touche de fantastique, et du coup, mes appréhensions quand je me suis lancé dans ce récit, c'était que le récit soit un peu ennuyeux, que l'écriture soit trop complexe et qu'au final je m'ennuie pendant ces 500 pages. Et ça n'a pas du tout été le cas. Dans ce roman, on va suivre la famille Combe. La famille Combe, je ne sais pas parler. Cette famille, elle habite à Pline, un petit village en Cornouailles. Donc la Cornouailles, c'est la région dans laquelle prennent place tous les romans apparemment de Daphné du Maurier, si je ne me trompe pas. Et dans ce village côtier, la famille Combe, elle a surtout le rôle de construire des bateaux en fait, depuis le début du récit, où on a le mariage de Janet et Thomas Combe. Thomas va lancer en fait son entreprise qui construit des bateaux, de constructeur de bateaux. Et ensuite, eh bien, pendant plusieurs générations, la famille va vivre de ça en fait, de cette construction de bateaux et de tout l'univers marin aussi. Il y a plusieurs de leurs enfants qui vont devenir marins, capitaines. Et donc voilà, c'est une famille qui vit de ça dans le petit village de Pline. Et le roman commence, on suit en fait le début de cette famille. Lorsque Janet est jeune fille, elle a 19 ans, elle va être mariée à son cousin et en fait Janet, depuis toute petite, elle veut prendre la mer, elle veut devenir marin, sauf que le problème c'est qu'à cette époque, en 1800, les femmes ne pouvaient pas être marins, ce n'était que les hommes qui pouvaient l'être. Donc Janet n'a jamais eu l'occasion d'aller en mer et elle va essayer de se satisfaire de sa vie de couple de l'époque, donc elle reste à la maison, elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants, tout ça.
Mais Janet, elle n'est pas satisfaite, et elle, ce qu'elle veut, c'est prendre la mer au plus profond d'elle-même. Janet et Thomas vont avoir plusieurs enfants, on va suivre toute l'évolution de cette famille, et on va suivre Joseph, qui est un de leurs fils, et qui lui va vouloir prendre la mer aussi. On va le suivre ensuite pendant toute sa vie. Le roman est découpé en 4 parties, où on suit d'abord Janet, ensuite Joseph, ensuite on suit le fils de Joseph, Christopher, et on finit par la fille de Christopher, Jennifer. Il y a aussi une intrigue qui va se lier très lentement euh, avec un des frères de Joseph, et ça va amener des tensions dans la famille, bref. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, je pense, pour commencer ce récit. Moi, en tout cas, je savais que ça quand je l'ai débuté. Le roman, donc, s'étend sur toute la totalité du 19e siècle, et déjà, Daphné du Maurier, ce qui est remarquable, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est assez remarquable, elle décrit parfaitement les évolutions techniques qui ont été faites en un siècle. C'est pas le point fort qui m'a fait aimer ce livre, mais au final, quand j'ai refermé le roman, je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui a aidé à la compréhension du récit. Ce que j'ai adoré, c'est tout simplement aussi les cadres, l'ambiance, il y a plein de choses, je vais essayer de résumer tout ça très vite, mais en gros, j'ai beaucoup apprécié les cadres. On a 2 cadres principaux, le petit village de Pline en Cornouailles, un petit village côtier, donc brumeux, humide, un peu avec des tempêtes aussi. J'ai beaucoup aimé ce cadre, mais on suit aussi à un moment l'histoire d'un des personnages du récit qui va à Londres, et là Daphné du Maurier nous décrit le Londres pluvieux avec de la grisaille de l'époque, et franchement les 2 cadres sont super bien établis. On a tous les détails aussi intéressants pour tout ce qui est historique. Par exemple, le fait qu'il existe encore des pensions à cette époque, ça je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait. Ce roman m'a permis d'en apprendre plus. Il y a plein de détails comme ça qui en fait sont super intéressants. Et sur ce cadre en plus, Daphné du Maurier va poser une ambiance très particulière. L'ambiance déjà elle est gothique, mais elle est un petit peu fantastique aussi par moments, onirique. À certains moments, on se demande si c'est la réalité ou pas. Je pense que c'est dans beaucoup des romans de l'autrice qu'il y a ça, mais là notamment il y a un passage où on aborde ce petit côté onirique, fantastique, qui est très court, mais alors dans le récit c'est tellement bluffant d'arriver à faire ça. Il y a une déclaration d'amour à la mer aussi, tout cet univers marin et maritime, il est super bien décrit, il est génial. L'histoire, si je l'ai aussi fait durer pendant un mois, c'est qu'elle est d'une richesse, mais c'est fou, parce que c'est hyper riche. Je compte pas les thèmes abordés dans ce roman. C'est dense, mais dense dans la bonne manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus perdu par la densité, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui sont abordées on est tout le temps intrigué par le récit, on a tout le temps envie d'en savoir plus, bien que le rythme ne soit pas si rapide que ça. Daphné du Maurier prend le temps d'établir son intrigue, prend le temps de construire chacun de ses personnages, et du coup, l'intrigue est géniale, les personnages sont hyper attachants ou pas, mais ils sont en tout cas hyper bien construits. Les 4 personnages principaux qu'on va suivre à travers les 4 parties sont les plus attachants et les plus complexes aussi. Et en même temps, on dirait un peu des anti-héros. Le seul petit reproche, on a de l'inceste et une relation incestueuse dès le début du roman, je vous dis pas laquelle, mais ça se découvre assez vite. Et ça peut gêner, ça peut vous gêner. Moi, en tout cas, je sais qu'au début, quand j'étais pas à fond dans l'histoire encore, ça m'a un peu dérangé. Et en fait, ça sert le récit, et puis ça devient pas non plus glauque et dégoûtant. Non, c'est juste un peu. C'est gênant. Parfois, enfin gênant, pas gênant dans la lecture, mais gênant, juste gênant, normalement, quoi. Le point fort de ce récit aussi, c'est que les femmes sont superbement bien mises en avant. Janet, c'est une femme extrêmement forte, et ça fait tellement du bien de lire un récit dans lequel il y a une femme forte, et toutes les femmes dans ce récit veulent de la liberté, elles veulent plus que ce qu'elles ont, qui est juste rester à la maison, faire les corvées et puis préparer le dîner pour le mari. Non. Et Daphné du Maurier le dit à travers ses personnages, elles n'ont pas envie de devenir comme ça, elles veulent vivre,
Janet, elle veut vivre sur la mer. C'est vraiment génial de découvrir des personnages féminins aussi bien mis en avant. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés, je vous l'ai déjà dit. Mais s'il y a bien un thème qui ressort principalement, c'est évidemment l'amour. C'est dans le titre. Et c'est pas le sujet principal du récit dans l'intrigue, mais en fait c'est ce qui ressort le plus à travers tout ce que Daphné du Maurier dit. Et elle pose des questions quand même dans ce récit à travers cette histoire. Euh, Qu'est-ce que l'amour? Comment aimer? Est-ce que l'amour peut être éternel et durer toute une vie? Est-ce qu'il est utile de vouloir aimer, se mettre en couple et se marier? Pour l'époque, c'est un détail important. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire sur ce récit. Ça va peut-être être un peu long, mais en même temps, c'est ma deuxième claque, je pense, de 2020. La première étant Chronique martienne de Bradbury. Là, ça a été une véritable claque quand je l'ai refermé. C'est un roman qui m'a tellement procuré de sensations, qui m'a tellement fait réfléchir, qui m'a tellement bouleversé aussi parfois. Il y a tout dans ce roman. Je suis vraiment heureux d'avoir découvert Daphné du Maurier, d'avoir apprécié ce roman et de pouvoir en lire encore plein d'autres d'elle. J'en ai un autre dans ma pile à lire que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, c'est La maison sur le rivage. Je pense que je vais l'enchaîner assez bientôt parce que j'ai envie de tout lire de cette autrice maintenant. En tout cas, moi, ça a été un énorme coup de cœur. Bon, et bien voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long non plus parce que je me suis éternisé sur la chaîne d'amour. En même temps, ça a été une grosse lecture, donc j'avais besoin d'en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à mon compte Instagram, comme d'habitude. Et eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle parce que là, je suis un peu en retard dans ma publication de vidéos et tout ça. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très belle journée si vous êtes en journée. Ciao!